Antoine, qu'est-ce que tu retiens comme priorité décisive pour toi pour construire, piloter, améliorer le dialogue social? Puisque tu me l'as dit lorsque tu as pris tes fonctions, c'est vraiment ton ambition, ton fil rouge, c'est ça. Ce qu'on va retenir, c'est cette agilité qu'il faut absolument garder. Parce que je trouve qu'elle est essentielle et elle montre que les organisations syndicales peuvent aussi être des business partners. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et je pense qu'on l'a peut-être pas suffisamment dit ce matin, mais à un moment donné, quand il s'agit de prendre un accord, d'aller négocier un accord dans l'urgence, ils ont répondu présent. Et chez nous, la direction générale y a été extrêmement sensible en se disant, bah, voilà, ils ont pas bloqué, ils n'ont pas mis des bâtons dans les roues, ils ont joué le jeu. Ils ont négocié dans des conditions difficiles parce qu'encore une fois, par téléphone, c'était très compliqué. Et ils ont vraiment eu un rôle de business partner comme un partenaire social. Et ça, je pense que c'est important et c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est quelque chose qu'il va falloir conserver. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas au quotidien gérer des contradictions, gérer des injonctions oui, contradictoires ou paradoxales, etc. Mais il faut garder cette ligne et avoir en tête que c'est aussi ça leur rôle. Quand on dit d'eux qu'on veut avoir on veut en faire des représentants connus, reconnus, légitimes et compétents, c'est aussi asseoir ce rôle de partenaire social au sens où je participe au business et y compris dans des moments de crise et surtout dans des moments de crise comme ça. Et de façon plus structurante, donc c'est garder cette agilité, cette réactivité qu'on a été capable d'expérimenter parce que c'est vraiment une bonne chose, mais tout en continuant à parier vraiment sur l'humain, sur l'interaction des rapports, sur le fait de se voir, de continuer à entretenir ce off, évidemment, mais d'avoir un lien quasi permanent avec eux. Moi, j'ai remarqué que dès que je distendais un petit peu ce lien, il y a des vieux démons qui réapparaissent dans la négociation, etc. Et que donc, je rejoins tout à fait ce que disait Jean-François sur le fait d'avoir des temps de visio, qui soient par visio sans ordre du jour, ou des temps d'échange par téléphone, mais passer un coup de fil, surtout dans des moments comme ça, ou se parler dans des moments comme ça, c'est important parce que ça vient compenser cette perte de lien qu'on a du fait de la visio. Donc, c'est absolument à maintenir et je pense que c'est quelque chose qu'on maintiendra de toute façon par la suite parce que c'est une façon de garder le cap finalement et de garder le cap à la fois de l'esprit et de la lettre de ce qu'on veut mettre en place avec eux. Très bien, mais merci de ce témoignage quant aux priorités qui te va droit au cœur, Jean-François. Je crois que ça rejoint ce que tu penses. Est-ce que tu as, toi, des priorités identifiées claires en la matière que tu vas absolument poursuivre? Bien entendu, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Plus que jamais, les relations sociales nécessitent qu'on s'investisse beaucoup de temps. On ne peut pas bien faire des relations sociales si on n'a pas du temps à y consacrer en collectif et surtout en individuel. Deuxième message pour moi, c'est la priorité à la santé des salariés. Toutes nos réunions de CSE Centrale ont commencé par un point souvent très long sur la question sanitaire. On ne peut pas faire non plus des bonnes relations sociales si on ne met pas ça en premier. Par chance, on avait des interlocuteurs côté direction qui étaient très bons, très forts, qui ont vraiment eu une année extraordinaire et très crédible vis-à-vis de nos partenaires sociaux. On a eu aussi des partenaires sociaux qui se sont beaucoup investis là-dedans. Et donc, le fait de commencer toutes nos réunions par 7 heures ou 16 heures sur la partie sanitaire, je pense, a beaucoup permis que le reste de la réunion soit très positif. J'ai quand même remarqué une chose, c'est qu'il y a des limites à la consultation. On a souvent des débats, j'imagine, dans toutes les entreprises sur qu'est-ce qu'on fait en information, qu'est-ce qu'on fait en consultation. Et j'ai remarqué cette fois-ci particulièrement le fait que quand on consulte les organisations syndicales, nos élus de CSE Centrale sur des sujets aussi difficiles que ces questions sanitaires, ça les met parfois mal à l'aise. Et finalement, j'ai ressenti que certains d'entre eux, finalement, préféraient qu'on ne les consulte pas. Donc, ce qui parfois peut paraître comme oui, mais c'est une obligation légale, vous ne nous avez pas consulté sur ça. Finalement, j'ai découvert que certains, probablement presque tous, s'accommoderaient très bien qu'on les informe, bien entendu qu'il y a un vrai débat sur le sujet, qu'ils nous influencent, mais qu'ils ne votent pas, parce que voter, notamment pour la réouverture des magasins et le plan sanitaire de réouverture des magasins, c'est leur faire assumer des responsabilités
qu'ils ne sont pas toujours prêts à assumer. Donc, c'est un peu les limites de la responsabilité face à une crise qui était quand même très, très exceptionnelle et particulière, notamment sur le plan médical. Donc voilà, là, il y a une limite. Mais sinon, bien entendu, le message, c'est de passer du temps. Voilà, mais ça renvoie aussi peut-être à la qualité de l'information et du travail des experts que la direction fournit au CSE, par exemple, ou à la CSSCT, pour être informé le plus possible sur les éléments sanitaires. Tout à fait. Il y a un point qui a été presque un tournant, c'est qu'à un moment donné, les organisations syndicales nous ont dit, oui, mais alors, vous nous demandez de porter des masques, mais vous ne le demandez pas aux clients. Or, en portant des masques, on protège les clients, mais est-ce que les clients nous protègent? Et donc, on a pris la décision d'imposer à nos clients de porter le masque à un moment donné où il n'y avait pas encore de masques suffisamment en nombre en circulation. Alors évidemment, c'était peut-être mis à dos quelques clients, on a peut-être perdu un peu de chiffre d'affaires, mais je pense qu'on l'a regagné après. Et surtout, on a eu vraiment un sentiment, on a eu des félicitations de tous nos partenaires sociaux. Ils nous ont dit, là, Decathlon était la première enseigne en France à imposer ce port du masque. Et ça, on vous en félicite. Donc, ça a forcément facilité après le dialogue. Ouais. Alors, merci Jean-François. Justement, Jacques, j'ai la 10e question qui arrive, donc je vais la poser en même temps que ta synthèse sur tes priorités, qui est notamment comment faire que lorsque les délégués, les négociateurs ne veulent plus venir à des négociations en visio, ne veulent plus participer à des négociations en visio. Comment faire? Alors, tu as dit que tu es passé à 100% en présentiel, mais il y a un moment forcément de transition. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Alors, faire autrement, oui, on a essayé, on l'a fait par téléphone, on l'a fait par visio. Dans la mesure du possible où on peut s'organiser pour être en présentiel, on le démontre, on le maintient en tant que tel. Si on devait trouver d'autres solutions, je pense qu'on serait capable de les trouver parce que c'est vrai, comme le disait Antoine, il y a une agilité qui a été développée chez nos partenaires sociaux. Voilà, donc je pense que ce ne serait pas un obstacle, pas du tout. Mais c'est clair que comme ils voient qu'on a une vraie volonté de trouver l'équilibre et de réunir les conditions et qu'on n'est pas là, parce que parfois ils peuvent le vivre comme un moyen, c'est peut-être surfait, mais un moyen d'abréger les négociations, parce que quand on est en visio, en conf call, c'est un temps limité, etc. Donc c'est contraint. Donc c'est ces éléments-là. Donc si on est contraint de trouver une autre solution technique pour animer nos réunions de négociation, on le fera. Pour les bonnes pratiques, moi, je crois que ce qui est un point important, hein, au-delà de ce qui a été souligné, auquel je souscris complètement, c'est la transparence et notre capacité à dire les choses. Je pense que parfois, on se crée des barrières là où il n'y en a pas. Moi, j'ai pris ce parti de dire clairement les choses. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et Dieu sait que pendant cette période-là, on sait peu de choses. Et donc, et ça, on co-construit avec eux. Et notre partenaire, oui, là, c'est vraiment des partenaires sociaux qu'on construit. C'est vrai qu'il y a des limites, on ne peut pas les engager, on ne peut pas leur faire porter la co-responsabilité parfois des mesures qu'on prend. Et ça, c'est aussi un autre point, c'est-à-dire qu'on est capable aussi, parce qu'on assure la gouvernance de l'entreprise, de prendre des décisions. On discute avec eux, mais in fine, la décision, on l'assume. On ne la fait pas porter aux partenaires sociaux en disant et ça, c'est un point important également. Donc, transparence, voilà, ça, c'est un point important pour moi. Ok, merci beaucoup, Jacques, parce que c'est très important de poursuivre par ces points-ci, effectivement. Dire la vérité, hein, pour moi, la transparence, c'est dire la vérité. Je sais, je ne sais pas. C'est ça. Et puis, ne pas faire partager par les partenaires sociaux des responsabilités qui ne leur incombent pas, en tout cas pas à 100%. Ça me paraît également très important. Moi, ce que je retiens en tout ça, finalement, c'est que, on le sait bien, la négociation à distance, elle est par définition beaucoup plus rationnelle, qu'on le veuille ou non. D'autant plus important, donc, de conserver la qualité de la relation. Dans relation sociale, en dialogue social, il y a dialogue, il y a relation, et c'est déterminant, et je reviens toujours à mon mantra, la relation est supérieure au contenu, parce que c'est ça qui crée la confiance, et seule la confiance permet de faire aboutir les bons contenus, les contenus pertinents pour les salariés et pour l'entreprise. Comme on dit chez Decathlon, on marche sur deux jambes, performance humaine et sociale, performance économique et financière. Et le deuxième point qui me paraît important,
c'est cette notion de partage du social. Ça doit rester partagé. Le danger est qu'on crée une nouvelle boîte noire satellisée cette fois-ci en visio, etc. Je pense que plus que jamais, il est nécessaire que le CODIR partage avec les DRH, DRS que vous êtes la qualité du dialogue social. C'est une fenêtre de tir dont nous disposons tous, puisque le social est devenu un facteur de fonctionnement de l'entreprise déterminant, ce qui n'était pas le cas avant à ce point-là. C'est devenu visible, clair pour tout le monde. Donc l'enjeu est énorme et ça veut dire aussi partager avec les managers de terrain, car une bonne relation sociale au siège passe par une bonne relation sociale locale, en site, en magasin, en établissement, avec les élus, les représentants de proximité lorsqu'il y en a, et bien sûr que le personnel soit au courant de tout ça. Puis tout à l'heure, Jean-François a parlé de santé. Les syndicalistes, j'attire votre attention là-dessus parce que j'ai des cas chez les entreprises qu'on connaît bien. Les syndicalistes aussi peuvent être atteints du syndrome lassitude, épuisement, solitude, si bien mis en exergue par un groupe une association de médecins du Grand Est, dont on sait combien le Grand Est a souffert du virus, à Strasbourg, qui ont travaillé là-dessus et ils ont formalisé lassitude, épuisement, solitude. C'est assez remarquable. Ça peut aussi toucher les syndicalistes. Donc, prendre soin de la santé des syndicalistes, des élus à titre personnel, ça me paraît important. Et pour moi, ce que je retiens, c'est que la crise est toujours vecteur d'opportunité. Le dialogue social, pour moi, ne peut qu'en bénéficier. Nous arrivons au terme. Je rends la parole à Paolo. Merci Jean-François pour cette excellente synthèse et conclusion. On a presque tenu le timing. Moi, j'ai une dernière question pour nos invités. L'IGS, l'Institut de gestion sociale, est un organisme qui a 45 ans, qui forme, vous le savez, bon nombre de responsables et de directeurs des ressources humaines. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager ou de conseiller à des personnes qui s'engagent dans cette carrière ou qui souhaitent se perfectionner aujourd'hui? Je peux intervenir, Jacques. Merci, Jacques, de prendre le lead. Merci. Comme on ne me voit pas, je suis désolé. Hein. Il va falloir que je résume. Mais on vous entend très bien, Jacques. Ok, je vous remercie. Non, moi, je pense, et je rebondirai sur ce qu'a dit Jean-François Guillot tout à l'heure sur la relation. Je pense que c'est important, c'est développer cette capacité relationnelle. Être capable, si j'avais un conseil à donner, à se détacher, même si on n'est pas d'accord, on s'engueule, etc., dépasser ça et être capable de préserver cette qualité de relation humaine. Et ça, c'est une force. Je pense que quand on est dans ces métiers-là, il faut avoir cette capacité à être détaché tout en étant proche. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité de prise de hauteur tout en étant très impliqué dans la relation. Donc ça, c'est un point important. Et puis, pas hésiter à sortir des sentiers battus, à sortir du cadre. Il faut être capable de sortir du cadre. Sur est-ce que les textes disent une chose, il y a telle instance, on peut imaginer d'autres choses. Et contrairement à ce qu'on pense, en matière de relations sociales, en matière de dialogue social, on peut être très innovant. Donc, il ne faut pas hésiter à innover. Merci beaucoup. Merci. D'autres réactions? Moi, je veux bien agir. Vas-y, Jean-François. Juste rajouter, je pense que ce qui peut faire réussir la relation sociale, c'est l'empathie qu'on a les uns pour les autres. Donc, il est clair qu'on peut ne pas avoir des mêmes idées, on n'a sûrement pas les mêmes parcours au départ. Et donc, le bon moyen de se comprendre, c'est d'essayer d'aller vers l'autre, faire le premier pas, mais parfois faire aussi le deuxième, le troisième pas. Donc, il y a un besoin de comprendre l'autre individuellement. Ce qui pêche beaucoup dans les relations sociales traditionnellement en France, c'est les effets pervers, on les connaît du collectif, les postures, les positions théâtrales. Et donc, la relation sociale, elle devient beaucoup plus riche quand on s'intéresse aux personnes au-delà de leurs étiquettes syndicales, et quand on essaye de comprendre chacun dans son parcours, dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il pense, mais dans ce qu'il peut faire pour progresser, en le formant, en essayant de lui parler de ce qu'il connaît peut-être moins, par exemple économique, peut-être en se formant ensemble. Et à ce moment-là, on dépasse complètement les vieux clivages qui nous ont fait tant de mal en France. Merci beaucoup. Antoine? Moi, je me retrouve complètement dans les propos de Jacques et de Jean-François, mais vraiment, je ne l'aurais pas dit mieux, donc je me retrouve complètement dans vos propos à tous les deux. Moi, je rajouterais simplement
Et ça fait un lien aussi avec l'innovation dont parlait Jacques, ça fait aussi un lien avec le fait de changer les pratiques, comme vient de dire Jean-François, en disant par exemple former ensemble des managers et des représentants pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas un double discours, c'est quelque chose qu'on est en train, par exemple, de mettre en place chez Hermès et qu'on veut généraliser. Mais moi, je rajouterais une chose, c'est ce qui est bien dans ce métier, donc, c'est qu'il faut aimer changer les choses parce qu'il y a effectivement une grande marge de négociation possible en interne, mais ça doit se faire aussi en ayant deux choses à l'esprit. C'est d'abord la confiance de la direction générale qui doit partager cette vision et qui doit partager l'objectif finalement, où est-ce qu'on veut aller. C'est indispensable parce que sinon, on est entre le marteau et l'enclume et on souffre beaucoup dans ce cas-là dans son métier. Moi, j'ai la chance d'avoir le soutien total de ma direction générale sur cette refonte, ce renouveau du dialogue social qu'on est en train de mettre en place. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette condition essentielle. Et puis la deuxième, c'est de le faire en ayant aussi toujours bien présent à l'esprit ce qu'est l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'elle est spécifique? Quels sont ses marqueurs? Et par exemple, chez Hermès, on a un vivre ensemble qui est important. On est une maison de création, donc tout ça se fait pas tellement à distance, la création. Il faut qu'on interagisse ensemble, etc. Et ça rejaillit également dans les métiers fonctionnels, bien évidemment. Et ça rejaillit également dans les relations avec les représentants du personnel, ce vivre ensemble, ce collectif. Donc, il faut comprendre ce qu'est l'entreprise, bien l'assimiler, avoir la confiance de sa direction générale et ensuite, effectivement, il y a un champ des possibles qui est énorme. Et on est un business partner, un véritable business partner avec cette capacité de transformer les relations sur le long terme et d'entretenir ce dialogue social de qualité qui, rappelons-le, est essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise. Quand ça va bien, vous savez, c'est comme quand quelqu'un qui n'est pas malade, on se rend compte quand on n'est pas malade que tout va bien. Le jour où on a un petit problème de santé, on se dit finalement quand tout va bien, c'est formidable. C'est exactement pareil avec les relations sociales. Quand on traverse des périodes de crise ou des blocages, et Dieu sait que ça peut très vite devenir un enfer, là on se rend compte combien un dialogue social de qualité est quelque chose de vertueux, d'utile et de nécessaire au business. Et c'est ça qu'il faut entretenir. Et donc aimer faire ça, je crois que c'est quand on aime faire ça, on est fait pour ce métier-là. Merci beaucoup à tous. Ça fait plaisir d'entendre vos témoignages. Un grand merci vraiment pour avoir pris ce temps de partage avec l'ensemble des participants de l'IGS. Mention spéciale à Jean-François Guillot pour ton implication et l'organisation de ce webinaire. Vraiment, c'était super. Une petite information, donc le webinaire a été enregistré, il sera diffusé sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux dans la journée ou dès demain, donc vous pourrez le revoir. Un grand merci, portez-vous bien et à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.